Le SMS est arrivé à 2h47 du matin et quand j'ai vu l'indicatif régional, ma poitrine s'est serrée comme elle ne l'avait pas fait depuis près de 6 ans. Le message était court, juste 12 mots qui m'ont glacé les mains alors même que j'étais assise dans mon appartement surchauffé, le radiateur cliquetant contre le mur. Ils ont trouvé 4 autres personnes, même montagne. Tu dois voir ça. Le numéro appartenait à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 2018, à l'époque où j'avais encore un laboratoire avec mon nom sur la porte, des collègues qui répondaient à mes appels et un avenir qui ressemblait à autre chose qu'à inventorier des fournitures pharmaceutiques dans le sous-sol d'un entrepôt de minuit à 8 heures du matin. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et l'ai fixé comme s'il pouvait exploser. Pendant 6 ans, je m'étais construit une petite vie tranquille qui n'impliquait pas de penser à ce qui s'était passé dans les montagnes du nord du New Mexico, aux images que j'avais capturées, aux 61 secondes de vidéo qui avaient transformé la Dr Rachel Torres, écologue spécialiste de la faune sauvage, avec une carrière prometteuse dans l'étude de la dynamique prédateur-proie dans les écosystèmes alpins, en la femme qui avait tenté de faire passer un costume pour une découverte scientifique, la femme qui s'était humiliée, elle et son institution, pour attirer l'attention, la femme dont le visage était devenu un mème accompagné du mot « fake » en lettres, rouge et grasse. Je me suis versé un verre d'eau que je n'ai pas bu et j'ai relu le message. 4 autres personnes retrouvées. Pas 4 personnes disparues, 4 personnes retrouvées. Cette distinction était importante. J'ai commencé à taper une réponse pour lui demander ce qu'il voulait dire, mais je l'ai effacée avant de l'envoyer. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, le même que j'avais utilisé pour visionner pour la première fois les images de mon réseau de caméras à distance en 2018. Le même qui contenait encore les fichiers originaux enfouis dans un dossier que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans, parce que les regarder me donnait l'impression que mes poumons se remplissaient de ciment. Les sites d'information ont mis du temps à charger avec ma connexion Internet bon marché. J'ai fait défiler les articles sur les auditions du Congrès et les divorces de célébrités jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Le titre disait « 4 randonneurs secourus après 3 jours de disparition dans la sangre de Cristo Wilderness ». La photo montrait des secouristes entourant 4 personnes enveloppées dans des couvertures de survie métallisées. Leurs visages paraissaient pâles et confus sous le flash de l'appareil photo. L'article expliquait qu'ils avaient disparu au cours de ce qui devait être une randonnée de 2 jours dans les hautes terres à l'est de Taos. Leurs véhicules avaient été retrouvés au départ du sentier. Leurs dernières coordonnées GPS connues provenaient d'un messager satellite que l'un d'eux transportait. Puis, plus rien pendant 72 heures. Les équipes de recherche et de sauvetage avaient ratissé la zone 2 fois avant de les retrouver à l'intérieur d'un réseau de grottes calcaires qui ne figurait sur aucune carte officielle. Tous les 4 étaient déshydratés, mais indemnes. Tous les 4 affirmaient la même chose impossible. Quelque chose les avait transportés là, quelque chose de massif, quelque chose qui leur avait parlé d'une voix si profonde qu'elle faisait vibrer leur cage thoracique. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis restée assise dans l'obscurité de ma cuisine à écouter le sifflement et les claquements du radiateur. Les coordonnées mentionnées dans l'article se trouvaient à moins de 3 km de l'endroit où ma caméra était positionnée 6 ans plus tôt. À moins de 3 km de l'endroit où j'avais filmé quelque chose qui ne devrait pas exister s'approchant de mon équipement, regardant directement dans l'objectif avec des yeux qui reflétaient la lumière infrarouge comme des pierres polies et prononçant des mots dans une langue qu'ils ne devraient pas connaître. Restez à l'écart. Cet endroit n'est pas sûr pour vous. Tels étaient les mots, prononcés d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre, comme des roches se broyant les unes contre les autres, comme la terre elle-même essayant de former un langage humain. J'avais visionné cette séquence 200 fois avant de la montrer à qui que ce soit. J'avais vérifié le bon fonctionnement de la caméra.
J'avais examiné chaque image à la recherche de preuves de falsification. J'avais vérifié l'horodatage par rapport aux données du chargeur solaire et au relevé de température. Tout correspondait. Tout indiquait que ce que je voyais était réel. J'avais 34 ans à l'époque. J'occupais un poste de chercheuse au Southwest Environmental Institute depuis 3 ans et je menais une étude à long terme sur l'impact du changement climatique sur les populations de pumas dans la chaîne de Sangre de Cristaux. J'avais 18 caméras à détecteur de mouvement réparties sur 360 km² de nature sauvage. La plupart des images que je collectais montraient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des wapitis en train de brouter, des ours noirs creusant pour trouver des larves, des pumas se déplaçant dans l'obscurité, leurs yeux brillant d'un vert phosphorescent sous la lumière infrarouge. Puis, la caméra numéro 12, positionnée près d'un col étroit entre 2 sommets à 3400 mètres d'altitude, a capturé quelque chose de complètement différent. La créature est apparue à 3h22 du matin, le 8 juin 2018. Elle est entrée dans le champ par la gauche, marchant debout sur 2 jambes. La posture était plus humaine que simiesque, mais les proportions étaient étranges. Les bras pendaient, trop longs. Les épaules étaient trop larges. La tête était projetée en avant sur le cou, d'une manière qui suggérait des muscles trapèzes massifs. Tout le corps était couvert de poils brun-roux foncé qui semblaient rêches et épais. La taille était difficile à estimer sans point de référence clair, mais en me basant sur la position de la caméra et la végétation environnante, j'ai calculé qu'elle mesurait entre 2,10 et 2,40 mètres. Elle s'est dirigée directement vers la caméra sans hésitation. Pas de comportement curieux, pas d'approche prudente. Elle se déplaçait comme si elle savait exactement ce qu'était la caméra et où la trouver. Lorsqu'elle a atteint l'arbre où j'avais monté l'équipement, elle s'est arrêtée et s'est penchée, pliant le torse, approchant son visage de l'objectif. C'est à ce moment-là que j'ai eu la vue la plus nette. Le visage était large et plat. L'arcade sourcilière était proéminente. Le nez était large et légèrement retroussé. La bouche était dépourvue de lèvres, mais expressive. Et les yeux, ses yeux regardaient directement dans la caméra avec une intelligence indéniable. Elle a légèrement penché la tête, comme le fait une personne qui examine quelque chose d'intéressant. Puis elle a ouvert la bouche et a parlé. La qualité audio était médiocre car le microphone de la caméra était conçu pour enregistrer le son ambiant, pas la parole. Mais les mots étaient assez clairs. Restez à l'écart. Une pause d'environ 2 secondes. Cet endroit n'est pas sûr pour vous. La créature a maintenu le contact visuel avec la caméra un instant de plus. Puis, elle s'est redressée, a fait demi-tour et est repartie par où elle était venue. La séquence entière a duré 61 secondes. Assise dans mon bureau au centre-ville de Santa Fe, j'ai regardé cette vidéo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai pris des notes. J'ai dessiné le visage de la créature de mémoire. J'ai calculé la longueur de sa foulée et estimé son poids en fonction de la profondeur à laquelle ses pieds s'enfonçaient dans le sol. Tout ce que je faisais suivait la même méthodologie rigoureuse que j'appliquais à toutes mes recherches. Documenter, analyser, croiser les références, tirer des conclusions basées sur des preuves. Ma conclusion était impossible, mais inévitable. J'avais filmé un primate bipède inconnu, doté de la capacité de langage et d'une conscience technologique. Je savais ce que les gens diraient. Je savais quelle serait la réaction. Mais je savais aussi que si je cachais cette séquence, si je l'enterrais par peur de paraître ridicule, je trahirais tout ce en quoi je croyais en matière de science et de vérité. J'ai donc fait ce que je pensais être la chose responsable à faire. Je l'ai partagé avec mon directeur. Le Dr James Whitmore m'avait embauché juste après mon post-doctorat à Lucy Davis. Il avait 62 ans, une figure respectée de la biologie de la faune sauvage avec 35 ans d'expérience sur le terrain. Il m'avait guidé à travers les premières étapes difficiles de ma carrière. Je lui faisais entièrement confiance.
Je lui ai montré la séquence dans son bureau, un mardi après-midi. Il l'a regardée 3 fois sans parler. Puis il s'est adossé à son fauteuil et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. « Où cette caméra était-elle positionnée ?» a-t-il demandé. Je lui ai montré l'emplacement sur une carte. Il a hoché la tête lentement. Puis, il a demandé si j'avais montré la vidéo à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que non, seulement à lui. Il est resté silencieux un long moment, assis là, à regarder l'image figée sur l'écran de mon ordinateur portable montrant le visage de la créature de profil. Finalement, il a dit « Rachel, je veux que vous réfléchissiez très attentivement à ce que vous voulez faire avec ça. Si vous la rendez publique, votre carrière ne s'en remettra jamais. Les gens supposeront que vous l'avez truquée. Même si ce n'est pas le cas, même si c'est réel d'une manière ou d'une autre, vous passerez le reste de votre vie professionnelle à vous défendre au lieu de faire de la recherche. Est-ce cela que vous voulez ? » Je lui ai dit que je voulais que la vérité éclate. Il m'a demandé de lui donner 48 heures avant de prendre une décision. Il a dit qu'il voulait consulter des collègues, obtenir d'autres points de vue. J'ai accepté parce que je lui faisais confiance. Ce fut ma première erreur. En moins de 36 heures, la vidéo avait fuité sur Internet. Pas par moi. Je ne l'avais mise en ligne nulle part. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est apparue sur un site de cryptozoologie avec mon nom et une description qui laissait entendre que je prétendais avoir la preuve définitive de l'existence de Bigfoot. De là, elle s'est propagée. YouTube, Reddit, Twitter, Facebook, toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. À la fin de la première semaine, le nombre de vues se comptait en millions. La réaction s'est divisée exactement en 2. La moitié des gens qui la regardaient pensaient avoir quelque chose de révolutionnaire. L'autre moitié était absolument certaine que c'était un faux. Les sceptiques étaient les plus bruyants. Un superviseur des effets visuels d'Industrial Light and Magic a fait une analyse vidéo de 40 minutes affirmant qu'on pouvait voir les coutures du costume si on améliorait l'image correctement. Un primatologue du zoo de San Diego a déclaré que les proportions de la créature étaient anatomiquement impossibles pour tout primate connu. Un ingénieur du son a analysé la voix et a conclu qu'elle avait été synthétisée à l'aide d'un logiciel disponible dans le commerce. Aucun d'entre eux n'avait eu accès aux fichiers bruts. Aucun d'entre eux n'avait examiné la caméra d'origine ou la carte mémoire. Aucun d'entre eux ne s'était rendu sur les lieux. Mais leur expertise leur donnait de la crédibilité et leur conclusion donnait aux gens la permission de rejeter ce qu'ils voyaient. La couverture médiatique a été impitoyable. Les chaînes d'information locales ont diffusé des reportages avec des titres comme « Une chercheuse prétend que Bigfoot parle anglais ». Les médias nationaux l'ont reprise comme une histoire insolite, le genre de choses qu'on met à la fin d'un journal pour détendre l'atmosphère. Les présentateurs de talk-show de fin de soirée en ont fait des blagues. Quelqu'un a créé un t-shirt avec une capture d'écran de ma vidéo et la légende « Je parle couramment le baratin ». Le Southwest Environmental Institute m'a convoqué à une réunion. Le docteur Whitmore était là, ainsi que le directeur des relations publiques et un avocat que je n'avais jamais rencontré. Ils m'ont fait asseoir dans une salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la place et m'ont dit que j'avais enfreint les politiques de l'institution en publiant des données de recherche sans examen approprié. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien publié, que la vidéo avait fuité sans ma permission, mais ils n'étaient pas intéressés par les explications. L'avocat a dit que l'Institut subissait la pression de donateurs qui ne voulaient pas être associés à de la pseudoscience. Le directeur des relations publiques a dit que mon maintien en poste créait une distraction nuisible à la mission de l'organisation. Le docteur Whitmore est resté là, sans rien dire. Ils m'ont donné le choix. Je pouvais démissionner volontairement ou ils pouvaient me licencier pour faute. Quoi qu'il en soit, mon poste prenait fin. J'ai regardé le docteur Whitmore et j'ai attendu qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il reconnaisse au moins que j'avais suivi le protocole en lui montrant la vidéo en premier. Il a baissé les yeux sur ses mains.
J'ai démissionné cet après-midi-là. Mon accès au bâtiment a été immédiatement révoqué. Ils ont emballé les affaires de mon bureau et les ont envoyées à mon appartement. Je n'ai plus jamais parlé au docteur Whitmore. La communauté scientifique a serré les rangs. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années ont cessé de répondre à mes emails. Des organisateurs de conférences ont retiré leurs invitations. Des rédacteurs en chef de revue ont rejeté des articles que j'avais soumis des mois plus tôt. Mon nom était devenu toxique. Personne ne voulait de cette association. J'ai postulé à des postes de recherche dans d'autres institutions. Personne ne m'a rappelé. J'ai essayé de trouver du travail comme technicienne de terrain, le genre de poste que j'avais occupé pendant mes études. Personne ne voulait m'embaucher. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai accepté un poste de gestion des stocks dans un entrepôt de fournitures médicales. Le travail était abrutissant et le salaire misérable, mais personne là-bas ne savait qui j'étais ni ce que j'étais censé avoir fait. Je travaillais seul au sous-sol, à compter des boîtes. C'était bien, c'était suffisant. 6 ans se sont écoulés ainsi, 6 ans à faire profil bas et à essayer de ne pas penser à la vidéo ou à ce qu'elle m'avait coûté. 6 ans à me dire que j'avais fait ce qu'il fallait, même si ce qu'il fallait avait détruit ma vie. Et maintenant, 4 personnes avaient été retrouvées dans les mêmes montagnes où ma caméra avait filmé cette créature. 4 personnes affirmant que quelque chose les avait mises en sécurité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro qui m'avait envoyé le message. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était exactement la même que dans mon souvenir, posée et précise. « Rachel », a-t-il dit. « J'espérais que vous appelleriez. » Il s'appelait David Chen et il avait été mon assistant de recherche en 2018. Il avait 26 ans à l'époque, fraîchement diplômé de son master, brillant en analyse de données et en logistique de terrain. Quand la vidéo a fuité et que tout s'est effondré, il a essayé de me défendre. Il a dit à quiconque voulait bien l'écouter que j'étais une chercheuse rigoureuse qui ne fabriquerait jamais de preuves. Personne ne l'a écouté non plus. Il a perdu son poste à l'Institut la même semaine que moi. Je ne lui avais pas parlé depuis, car je me sentais coupable que mon erreur ait aussi fait dérailler sa carrière. « Pourquoi me contactez-vous maintenant ?» ai-je demandé. « Parce qu'ils ont retrouvé les gens, » a-t-il dit. « Et ce qu'ils disent correspond à ce que nous avons vu. » J'ai attendu. Il a continué. « Ils disent que quelque chose de grand les a emmenés, quelque chose qui marchait sur 2 jambes et qui leur a parlé. Les autorités parlent d'hallucinations post-traumatiques, mais j'ai consulté les rapports de recherche et de sauvetage. Les 4 randonneurs racontent la même histoire avec des détails cohérents. Ça n'arrive pas avec des hallucinations. « Où êtes-vous » ai-je demandé. « À Taos. Je suis ici depuis 3 jours. »« Rachel, il y a autre chose. Quelqu'un m'a envoyé des vidéos, plusieurs séquences de sources différentes montrant la même chose que nous avons filmée. Une créature. Qui parle? Qui avertit les gens? » J'ai fermé les yeux. « Combien de séquences ?» ai-je demandé. 11, s'étalant sur les 8 dernières années, toutes provenant de la chaîne de Sangre de Cristaux, toutes montrant le même schéma comportemental. Quelqu'un a collecté ces images, quelqu'un voulait que je les voie. « Pourquoi vous les enverrait-il » ai-je demandé. Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils veulent que nous enquêtions. Ils veulent que la vérité éclate. J'ai pensé à mon travail à l'entrepôt. J'ai pensé à la vie tranquille que je m'étais construite. J'ai pensé au fait que j'avais 40 ans, sans carrière, sans perspective, et plus rien à perdre. « Quand est-ce que je peux arriver » ai-je demandé. Le lendemain matin, après mon service, j'ai pris la route vers le nord. Le trajet m'a fait traverser Espagnola, puis remonter l'autoroute 68 le long du Rio Grande qui creuse son lit dans le désert. Les montagnes se dressaient devant moi comme un mur de pierre et de forêt. Les sommets encore enneigés, bien que ce soit la fin septembre. J'avais fait cette route des centaines de fois pendant mes années de recherche.
Chaque fois que je voyais ces montagnes, je ressentais une sorte de révérence. Elles étaient anciennes, d'une manière qui rendait les échelles de temps humaines insignifiantes. Elles contenaient des mystères qui ne seraient jamais résolus. David m'avait envoyé l'adresse d'un motel à Taos, le genre d'endroit à la peinture délavée et aux chambres qui sentèrent la cigarette bien que fumée y soit interdit depuis une décennie. Je l'ai trouvé qui m'attendait sur le parking. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes. Il portait des lunettes maintenant, mais son expression était la même, cette intensité réfléchie qui signifiait qu'il était en train de résoudre un problème. Nous sommes allés dans sa chambre. Il avait un ordinateur portable installé sur le petit bureau près de la fenêtre et des papiers étalés sur les deux lits. Des cartes, des impressions de coordonnées, des photographies. « Voici tout ce que j'ai », a-t-il dit. Il m'a d'abord montré les vidéos. 11 séquences, toutes filmées avec des téléphones ou des caméras personnelles. Les dates allaient de 8 ans à 3 mois en arrière. Chacune montrait le même schéma. Des gens en randonnée. La créature qui apparaît. Un avertissement prononcé de cette voix si distinctive. Faites demi-tour. Danger proche. Hommes armés. Les mots variaient légèrement, mais le message était constant. Quittez cette zone immédiatement. J'ai regardé chaque séquence 2 fois. La créature était toujours la même. Même taille, même carrure, même couleur brun-roux, mêmes yeux intelligents, même prononciation soignée. Ce ne sont pas plusieurs individus, ai-je dit. C'est la même créature qui apparaît sur une période de 8 ans. David a hoché la tête. La cohérence est remarquable. Et regarde les emplacements. Il a affiché une carte sur son ordinateur portable avec des épingles de couleur marquant l'endroit où chaque vidéo avait été prise. Toutes les épingles étaient regroupées dans une zone à peu près circulaire d'environ 25 km de diamètre. Le centre de ce cercle était la vallée où ma caméra avait été positionnée. C'est son territoire, a-t-il dit. Elle est active dans cette zone depuis au moins 8 ans, peut-être plus. Nous n'avions simplement jamais eu de documentation auparavant. Qui vous a envoyé ces fichiers, ai-je demandé. Un email anonyme, expéditeur intraçable, juste un lien vers un dossier de stockage en ligne et un message qui disait « La vérité doit être dite ». Je me suis adossé au mur. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi vous envoyez ça après 6 ans ?» David a affiché un autre document sur son écran. « À cause de ça », a-t-il dit. C'était une demande de permis déposée auprès du Bureau of Land Management. Le demandeur était une société appelée Altura Mining and Minerals. Il demandait à l'autorisation de procéder à des forages exploratoires dans la Sangre de Cristo Wilderness. L'emplacement proposé était la vallée exacte où se trouvait ma caméra. La demande mentionnait des études géologiques indiquant des gisements potentiels de terres rares. Elle mentionnait des valeurs estimées à des centaines de millions de dollars. Elle mentionnait des avantages économiques et des implications pour la sécurité nationale. La demande datait de 6 mois, statut actuel. En attente, j'ai senti quelque chose de froid me parcourir l'estomac. Ils veulent exploiter cette zone, ai-je dit. David a hoché la tête. Et si votre vidéo de 2018 avait été prise au sérieux, si des scientifiques étaient venus chercher une espèce de primate inconnu, toute cette vallée aurait été bouclée. Étude d'impact environnemental, protection des espèces menacées. Le processus d'autorisation aurait été retardé de plusieurs années, voire complètement bloqué. Alors quelqu'un s'est assuré que votre vidéo soit discréditée, a-t-il dit. Quelqu'un a payé pour que cela arrive. Il a affiché un nouveau document, des dossiers financiers, des formulaires de déclaration publique. Il avait fait ses recherches. Le superviseur des effets visuels qui avait démystifié ma vidéo avait reçu un paiement de consultant de 20 000 $ d'Altura Mining, 2 semaines après avoir publié sa vidéo. Le primatologue avait reçu 18 000 $ pour des services de consultation d'experts. L'ingénieur du son avait été payé 25 000 $. Tout était documenté dans les dossiers fiscaux et les documents d'entreprise.
Ils ont acheté la démystification, ai-je dit. Ils ont payé des experts pour détruire ma crédibilité afin que personne ne regarde de trop près cette montagne. David a affiché d'autres documents. C'est pire. Altura Mining est une filiale d'une plus grande société appelée Continental Resource Development. CRD a des contrats avec le ministère de la Défense. Ces terres rares qu'ils veulent extraire, elles sont essentielles pour les systèmes de guidage de missiles et la technologie des drones. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'intérêts de sécurité nationale. Je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains tremblaient. Ils ont détruit ma carrière pour protéger une opération minière. Ils m'ont laissé tout perdre pour pouvoir extraire des minéraux d'une montagne. Et la créature, a dit David doucement. Elle essaie d'éloigner les gens de cette vallée depuis des années. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop près, elle apparaît et leur dit de partir. Elle essaie de protéger cet endroit. De quoi? Ai-je demandé. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit: je pense que nous devons parler à quelqu'un qui connaît l'histoire d'ici. Quelqu'un qui comprend ce que cette terre signifie. Il y a un pueblo à environ 30 km au sud d'ici. Taos Pueblo. J'ai contacté leur bureau de liaison culturelle et expliqué que je faisais des recherches sur les schémas de la faune dans la région. Ils m'ont mis en contact avec un homme nommé Joseph Herrera. Il a 73 ans et il connaît les vieilles histoires. Nous le rencontrons demain matin. J'ai passé cette nuit-là dans la chambre de motel à côté de celle de David, éveillé, à écouter les camions passer sur l'autoroute. Je n'arrêtais pas de penser à la vidéo, à la créature se penchant pour regarder dans ma caméra, à la manière soignée dont elle prononçait chaque mot. Restez à l'écart. Cet endroit n'est pas sûr pour vous. Elle ne m'avait pas menacé, elle m'avait averti. Avertissant tous ceux qui pourraient voir cette vidéo, essayant de protéger les gens de quelque chose de dangereux dans cette vallée. Le lendemain matin, nous avons pris la route vers le sud pour rencontrer Joseph Herrera. Il vivait dans une petite maison aux murs en adobe, avec un jardin rempli de maïs et de courges. Il nous attendait sur le porche, un homme mince, aux longs cheveux gris tressés dans le dos et aux rides profondes sur le visage, qui témoignait de décennies passées à l'extérieur. Il nous a invités à entrer et nous a servi du café dans des tasses en argile. Puis, il a demandé ce que nous voulions savoir. David a parlé de la vidéo, des randonneurs qui avaient été retrouvés, de la compagnie minière. Joseph a écouté sans interrompre. Quand David a fini, Joseph est resté silencieux un long moment. Puis il a dit: mon grand-père me parlait des protecteurs quand j'étais jeune. Je pensais que ce n'étaient que des histoires, des contes pour nous apprendre à respecter la terre. Mais peut-être que c'était plus que ça. Il a expliqué que les montagnes avaient toujours été sacrées pour son peuple. Certains lieux détenaient un pouvoir, des lieux anciens où la terre se souvenait de choses d'avant le temps des hommes. Ces lieux n'étaient pas faits pour être dérangés. Selon les vieilles histoires, des protecteurs veillaient sur ces sites sacrés. Ils n'étaient ni humains ni animaux, quelque chose entre les deux, quelque chose qui comprenait les deux mondes. Ils ne faisaient pas de mal aux gens, a dit Joseph. Ils les guidaient. Si quelqu'un s'aventurait trop près d'un lieu sacré, les protecteurs apparaissaient et le faisaient rebrousser chemin. Si la personne n'écoutait pas, les protecteurs l'emmenaient dans un endroit sûr et l'y gardaient jusqu'à ce que le danger soit passé. Quel genre de danger? Ai-je demandé. Joseph m'a regardé avec des yeux sombres. Le danger des hommes qui prennent sans demander. Des hommes qui creusent, font exploser et détruisent. Les protecteurs peuvent sentir quand de tels hommes approchent. Ils déplacent les gens pour que personne ne soit blessé dans le conflit. J'ai pensé aux 4 randonneurs, à la période de 3 jours avant qu'on ne les retrouve. Vous dites que cette créature cache les gens, ai-je dit, les garde en sécurité dans des grottes jusqu'à ce que le danger soit passé. Joseph a hoché la tête. C'est ce que disent les histoires, et quand c'est fini, les protecteurs les ramènent là où on peut les trouver. Mais ils ne laissent pas les gens se souvenir clairement. Le souvenir devient flou, comme un rêve.
La protection exige le secret. David s'est penché en avant. Dans les histoires de votre grand-père, où se trouvaient ces lieux sacrés, où vivaient les protecteurs, Joseph s'est dirigé vers une étagère et a sorti une vieille carte, dessinée à la main sur une peau tannée. Il l'a étalée sur la table. Son doigt a tracé une ligne à travers les montagnes, puis a encerclé une zone. Ici, a-t-il dit, cette vallée, nous l'appelons le lieu du cœur. Le sang de la terre s'y trouve, une pierre rouge qui détient un pouvoir. Notre peuple a cessé d'y aller il y a des générations. Trop dangereux, pas à cause des protecteurs, mais à cause de ce qui se trouve en dessous. La pierre elle-même est vivante, d'une certaine manière. La déranger apporte la maladie. J'ai regardé David. La pierre rouge. Les terres rares se trouvent souvent dans des gisements minéraux rougeâtres. Si cette vallée en contient des quantités concentrées, l'activité géologique pourrait créer des champs magnétiques inhabituels, peut-être même une faible radioactivité. Cela pourrait causer la maladie que Joseph décrit. Et ça expliquerait pourquoi la créature veut que les gens restent à l'écart, a dit David. Elle ne protège pas seulement un site sacré, elle protège les gens de la maladie. Joseph a plié la carte avec soin. Les protecteurs veillent sur cette vallée depuis plus longtemps que nous ne pouvons nous en souvenir. Ils comprennent ce que nous avons oublié, que certains endroits ne sont pas faits pour être touchés, que certaines richesses ne valent pas le prix à payer. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Joseph nous a raconté d'autres histoires, des détails sur des rencontres dont son grand-père avait été témoin dans sa jeunesse. Des descriptions des protecteurs qui correspondaient à ce que j'avais vu sur ma caméra. Quand nous sommes partis, il nous a accompagnés jusqu'à notre voiture. Avant que nous ne partions, il a dit « Si vous allez raconter cette histoire, racontez-la en entier. Dites aux gens pourquoi les protecteurs sont nécessaires. Dites-leur ce qui sera perdu si cette vallée est détruite. » Nous sommes retournés à Taos en silence. Arrivé au motel, David a sorti son ordinateur portable et m'a montré quelque chose de nouveau. Des images satellites, a-t-il dit. J'ai comparé des images de différentes années. Regarde ça. Il m'a montré 2 images de la vallée, côte à côte. Une d'il y a 5 ans, une d'il y a 2 mois. La différence était subtile, mais claire. De nouvelles routes d'accès creusées dans la forêt. Des zones défrichées où du matériel avait été entreposé. Un sol remué où des forages d'essai avaient eu lieu. Ils travaillent déjà là-haut, ai-je dit, avant même que le permis ne soit approuvé. David a hoché la tête. Des relevés illégaux. Il parie que le temps que quelqu'un s'en aperçoive, ils auront suffisamment de données pour justifier une exploitation à grande échelle. Et si quelqu'un se met en travers de leur chemin, si des randonneurs s'aventurent dans leur zone de travail, que se passe-t-il alors? J'ai pensé aux randonneurs qui venaient d'être retrouvés, à la créature les transportant dans une grotte, aux voix que Jessica avait entendues dehors, des hommes parlant de périmètre et de détecteurs de mouvement. Le protecteur n'avertissait pas seulement les gens de s'éloigner d'un terrain sacré, il les avertissait de s'éloigner d'agents de sécurité armés travaillant pour une compagnie minière qui opérait illégalement. Et quand les avertissements ne fonctionnaient pas, quand les gens ne rebroussaient pas chemin, la créature les cachait jusqu'à ce que ces hommes soient passés. « Je dois voir cette vallée », ai-je dit. « Je dois y retourner. » David m'a regardé. « Ça fait 6 ans. Êtes-vous prête pour ça ?» Je n'en étais pas sûr, mais j'ai quand même dit oui. Nous avons passé 2 jours à nous préparer. David avait encore des contacts dans la communauté des amateurs de plein air autour de Taos, des gens qui organisaient des expéditions en pleine nature et connaissaient les sentiers. Il s'est procuré du matériel et a trouvé une guide qui pouvait nous approcher de la vallée sans attirer l'attention. La guide s'appelait Maria Sandoval. Elle avait la petite 50aine, mince et burinée par des décennies de voyages en montagne. Elle nous a retrouvés au départ d'un sentier à l'aube d'un samedi matin avec 3 sacs à dos chargés et un GPS portable. Elle m'a regardé attentivement quand David nous a présentés. «
Vous êtes la chercheuse qui a filmé la créature, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Maria a souri. Bien, je l'ai vu aussi. Pas de près, mais je l'ai entendu. Il y a 3 ans, je guidais des clients pour une excursion d'une nuit. Nous installions le campement au crépuscule quand j'ai entendu cette voix, profonde, comme rien de naturel. Elle disait « Descendez de la montagne ». J'ai fait remballer mes clients et nous sommes partis. J'ai appris plus tard qu'un éclair avait frappé cette nuit-là, juste là où nous aurions campé. Il a déclenché un incendie qui a brûlé 80 hectares. Cette chose nous a sauvé la vie. Nous avons commencé à marcher. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt de conifères mixtes, les pins ponderosa laissant place aux épicéas et aux sapins à mesure que nous prenions de l'altitude. Maria imposait un rythme soutenu. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant de nous indiquer des points de repère et de nous maintenir sur la bonne voie. À midi, nous avions grimpé de 900 mètres. L'air était rare et froid. Je pouvais voir mon souffle. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner sur une crête qui offrait une vue sur des kilomètres de nature sauvage. Maria a montré une vallée en contrebas, un pli profond dans les montagnes, dense en arbres. « C'est là que vous allez », a-t-elle dit. « Le lieu du cœur. J'ai dit à mon peuple que je guidais des chercheurs en faune sauvage. Ils savent qu'il ne faut pas poser de questions. Nous camperons ce soir sur cette crête. Demain, vous descendrez dans la vallée. Je ne viens pas avec vous. » « Pourquoi ?» a demandé David. « Parce que je respecte le protecteur, » a dit Maria. « Il a clairement fait savoir que les humains ne devraient pas y aller. Je violerai cette règle une fois pour vous approcher, mais je n'irai pas dans la vallée elle-même. C'est votre choix. » Nous avons installé le campement alors que le soleil descendait vers les sommets de l'ouest. Maria a fait un petit feu et a préparé du café. Nous nous sommes assis autour des flammes, tandis que l'obscurité envahissait la forêt en contrebas. Les étoiles sont apparues, incroyablement brillantes. J'avais oublié à quoi ressemblait le ciel, loin des lumières de la ville. « Croyez-vous aux histoires ?» ai-je demandé à Maria. « Sur les lieux sacrés et les protecteurs ?» Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Je crois que certaines choses sont plus anciennes que nous ne le comprenons. Je crois que la Terre a une mémoire. Je crois qu'il existe des êtres qui échappent à nos catégories, qui ne peuvent être facilement expliqués ou classifiés. Le protecteur est l'une de ces choses. Il ne rentre ni dans la science, ni dans la religion, ni dans le folklore. Il est, tout simplement, et il a choisi de protéger cette vallée. La question est pourquoi ? J'ai pensé à la pierre rouge que Joseph avait décrite, aux terres rares, aux hommes armés travaillant illégalement dans l'obscurité. Peut-être qu'il comprend quelque chose que nous avons perdu, ai-je dit. Que l'extraction a des conséquences. Que prendre à la terre exige quelque chose en retour. Maria a hoché la tête. Les anciennes coutumes enseignaient l'équilibre. Tu ne prends que ce dont tu as besoin. Tu remercies. Tu laisses certains endroits intacts. Les gens modernes ont oublié ça. Ils pensent que tout peut être possédé, que tout peut être acheté. Le protecteur se souvient différemment. Nous avons parlé tard dans la nuit. Maria a raconté des histoires sur les montagnes, sur les changements qu'elle avait vus en 30 ans de guidage, les glaciers qui reculent, les forêts qui meurent à cause des infestations de scolytes, les ruisseaux qui s'assèchent. La terre est malade, a-t-elle dit. Et nous continuons à la rendre plus malade parce que nous en voulons plus de métaux, plus d'argent, plus de pouvoir. Nous ne demandons pas ce que ça coûte. Quand je me suis finalement allongé dans mon sac au couchage, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la vidéo que j'avais filmée 6 ans plus tôt, à la créature se penchant dans ma caméra avec ses yeux intelligents, aux mots qu'elle avait prononcés. J'avais passé 6 ans à penser que ces mots me concernaient ma sécurité, mais peut-être qu'ils n'avaient jamais été à propos de moi, peut-être qu'ils concernaient tout le monde. Un avertissement destiné à quiconque verrait la vidéo.
Un message que certains endroits devraient rester intacts. J'ai dû finir par m'endormir, car je me suis réveillé à la lumière grise de l'aube et à l'odeur du café. Maria avait préparé le petit déjeuner, des flocons d'avoine instantanés et un café noir fort qui avait le goût du matin en montagne. Nous avons mangé rapidement et avons remballé. Maria nous a accompagnés jusqu'au bord de la crête où un vague sentier descendait dans la vallée. « C'est ici que je m'arrête », a-t-elle dit. « Suivez le cours d'eau en descendant, vous trouverez ce que vous cherchez. Mais soyez prudents. Le protecteur tolère certaines intrusions, mais il y a des limites. S'il vous dit de partir, vous partez. » Nous avons commencé la descente. Le sentier était raide et instable, serpentant à travers des broussailles épaisses. Il nous a fallu 2 heures pour atteindre le fond de la vallée. Là, la forêt a changé. Les arbres étaient plus vieux ici, des épicéas massifs avec des troncs d'1,20 m de diamètre. Le sous-bois était dense de fougères et de mousses. Tout semblait humide, vert et ancien. David a vérifié son GPS. « Nous sommes à moins d'1,5 km de l'endroit où se trouvait votre caméra, » a-t-il dit, et à environ 5 km de l'endroit où les randonneurs ont été trouvés. Nous avons avancé prudemment à travers la forêt. Je cherchais le moindre signe du protecteur, la moindre indication que nous étions observés. La forêt était silencieuse. Pas de chant d'oiseaux, pas d'écureuils qui jacassent, juste le bruit du vent dans les hautes branches et de nos bottes sur le sol mou. Puis, je l'ai vu. Un arbre avec des marques de griffes fraîches, profondément entaillées dans l'écorce. Les marques étaient hautes, à au moins 2,5 mètres du sol. Le motif était clair, 4 rainures parallèles laissées par des doigts massifs. C'est une marque territoriale, ai-je dit. Quelque chose de grand a fait ça ces derniers jours. David a photographié les marques. Nous avons continué. 50 mètres plus loin, nous avons trouvé un autre arbre marqué, puis un autre. Nous marchions sur le territoire du protecteur, et il nous le faisait savoir. La vallée s'est ouverte devant nous. À travers les arbres, j'ai pu voir une clairière d'environ 200 mètres de large. Au centre de cette clairière se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un véhicule. J'ai fait signe à David de s'arrêter. Nous nous sommes accroupis derrière une bûche tombée et avons observé. Le véhicule était un pick-up robuste, avec des pneus surdimensionnés et une benne couverte. Il n'avait aucune marque, aucun logo d'entreprise. À côté se tenaient 2 hommes en tenue de terrain kaki, portant des fusils. Ils ne chassaient pas. Les fusils étaient des modèles tactiques, des armes de style militaire. L'un des hommes parlait dans une radio. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais voir sa posture, alerte et tendue. C'étaient des agents de sécurité privée. David a sorti une petite paire de jumelles et a scruté la clairière. « Il y a du matériel », a-t-il chuchoté. « Une foreuse de carottage, un analyseur portable. Ils font des relevés miniers en ce moment même, en plein jour, dans une zone sauvage où toute activité industrielle est illégale. Ils s'en fichent, ai-je chuchoté en retour. Ils sont protégés d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un de haut placé laisse faire. » Nous avons observé pendant 20 minutes. Les hommes ne se sont jamais détendus. Ils continuaient de scruter la forêt, les armes prêtes. Quoi qu'ils fassent ici, ils étaient préparés à la confrontation. Puis je l'ai senti. Un changement dans l'air. Une sensation de présence. Je me suis retourné lentement et il était là. Le protecteur se tenait à 5 mètres derrière nous, silencieux comme la pierre. Il devait être là depuis des minutes, nous regardant regarder les hommes. De près, il était encore plus imposant qu'il n'apparaissait à la caméra. Les épaules étaient incroyablement larges, les bras pendaient presque jusqu'à ses genoux. Le visage était comme du bois sculpté, buriné et ancien. Mais les yeux étaient vivants d'intelligence. Il m'a regardé, puis David, puis de nouveau moi. Il a levé une main massive et a pointé les hommes dans la clairière. Puis il a parlé. Cette voix, profonde comme la géologie, a formé des mots dans un anglais soigné. Il blesse la terre.
J'ai réussi à hocher la tête. La créature a baissé la main. « Vous êtes revenu ?» Ce n'était pas une question. Il me connaissait. Il se souvenait de ma caméra d'il y a 6 ans. « Oui, » ai-je dit. Ma voix est sortie comme un murmure. La créature a penché la tête. « Vous avez été puni pour avoir montré la vérité. » Encore une fois, pas une question. Un constat. Il comprenait ce qui m'était arrivé. « Oui, » ai-je répété. La créature a émis un son, pas tout à fait un soupir, plutôt comme le vent dans une grotte. La vérité est dangereuse pour ceux qui profitent des mensonges. Il a de nouveau pointé les hommes. Ils prennent la pierre rouge, la pierre qui rêve. S'ils en prennent trop, la montagne meurt. Si la montagne meurt, l'eau meurt. Si l'eau meurt, tout ce qui est en dessous meurt. Les arbres, les animaux, les gens. Tout est lié. Il a baissé la main et m'a regardé avec ses yeux sombres. Vous devez le faire voir aux autres, leur faire comprendre. La montagne ne doit pas être brisée. Avant que je puisse répondre, l'un des hommes dans la clairière a crié. Il nous avait vus, il levait son fusil. Le protecteur a bougé plus vite que n'importe quelle chose de cette taille ne devrait pouvoir le faire. Il nous a saisis, David et moi, un dans chaque main massive, et a couru. Pas pour fuir les hommes, mais plus profondément dans la vallée, en remontant une pente raide couverte de roches instables. Des balles ont sifflé dans l'air. J'ai entendu des cris derrière nous. Le protecteur n'a pas ralenti. Il nous portait comme si nous ne pesions rien, sa foulée couvrant 3 mètres à chaque pas. Nous avons traversé des broussailles et des troncs d'arbres tombés. Mon corps heurtait le flanc de la créature à chaque pas, mais sa prise ne s'est jamais desserrée. Nous avons couru pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui a probablement duré moins de 5 minutes. Puis le protecteur s'est arrêté. Nous étions à l'entrée d'une grotte, une ouverture sombre dans une paroi rocheuse, entourée d'une forêt dense. Le protecteur nous a déposés avec précaution. Il a regardé en arrière, d'où nous venions. Puis, il nous a regardés. « Restez ici, en sécurité ici, je vais les éloigner. » David a retrouvé sa voix. « Vous nous protégez. » La créature a de nouveau émis ce son de vent dans les grottes. C'est ce que font les protecteurs. Puis il s'est retourné et a redescendu la pente en courant, se déplaçant à travers la forêt comme une ombre. Nous pouvions entendre les hommes crier, leur voix se rapprochant. Le protecteur a poussé un cri, un rugissement qui a résonné contre les montagnes. La direction des cris a changé. Les hommes le suivaient, attirés loin de notre cachette. David et moi nous sommes précipités dans la grotte. L'entrée était étroite mais s'ouvrait sur une chambre plus grande. Assez de lumière filtrait pour que nous puissions voir. Les murs étaient couverts de marques, d'anciens pétroglyphes montrant des figures et des symboles. Au centre de la chambre se trouvait un tas d'objets qui semblaient déplacés. Des bouteilles d'eau, des emballages de barres énergétiques, un morceau de tissu déchiré. « C'est ici qu'il a amené les randonneurs », a dit David. « C'est ici qu'il les a gardés en sécurité. » J'ai regardé les murs. Les pétroglyphes montraient de grandes silhouettes se tenant au milieu de formes humaines plus petites. Un symbole apparaissait à plusieurs reprises, un cercle avec des lignes rayonnantes. Le soleil, peut-être, ou autre chose. Quelque chose lié au pouvoir ou à l'énergie. David examinait le fond de la grotte. « Rachel, viens voir ça. » Je me suis enfoncé plus profondément dans la chambre. Les murs y luisaient faiblement d'une lumière rougeâtre. La source était la pierre elle-même. La roche était incrustée de veines de minéral rouge foncé qui semblaient pulser très légèrement. J'ai touché le mur. Il était chaud. « C'est ce qu'ils veulent », ai-je dit. « Ce minéral, c'est ce qu'Altura Mining essaie d'extraire. » David a sorti son téléphone et a pris des photos. Si ce matériau est radioactif, même à faible niveau, en retirer de grandes quantités pourrait déstabiliser toute la zone. Contamination des eaux souterraines, empoisonnement des sols, exactement ce que le peuple de Joseph avait compris il y a des siècles. C'est pour ça que cet endroit est sacré, ai-je dit. Pas à cause d'un pouvoir mystique,
Parce que le déranger est littéralement dangereux. Le protecteur le comprend. Il observe cette vallée depuis assez longtemps pour en voir les conséquences. Nous devons documenter ça, a dit David. Nous devons diffuser cette information. Mais d'abord, nous devons sortir d'ici vivants. Nous avons attendu dans la grotte pendant 3 heures. Dehors, nous pouvions entendre des cris occasionnels, des moteurs de véhicules démarrant et s'arrêtant. Les agents de sécurité fouillaient la zone. Finalement, les bruits se sont estompés, le silence est revenu dans la forêt. Nous avons attendu 1 heure de plus pour être sûrs, puis nous sommes sortis prudemment de la grotte. La forêt était vide. Aucun signe du protecteur, aucun signe des hommes. Nous avons prudemment rebroussé chemin vers l'endroit où nous avions laissé Maria. Le soleil baissait, de longues ombres s'étiraient à travers les arbres. Nous étions presque arrivés à la crête quand le protecteur est de nouveau apparu. Il est sorti de derrière un épicéa massif et nous a barré le chemin. Nous nous sommes figés tous les deux. La créature nous a regardés un long moment. Puis elle a plongé la main dans sa propre fourrure épaisse et en a sorti quelque chose. Un petit objet qu'elle tenait dans son énorme main. Elle m'a tendu l'objet. Je me suis avancé lentement et l'ai pris. C'était une carte mémoire, le genre utilisé dans les caméras de surveillance de la faune. Vous avez laissé tomber ça, a dit le protecteur. Il y a 6 hivers, quand vous avez fui la vallée. J'ai baissé les yeux sur la carte. Elle était couverte de rayures et de saletés, mais toujours intacte. C'était celle de mon réseau de caméras d'origine. J'avais abandonné la plupart de mon équipement quand j'avais perdu mon travail, incapable de retourner dans les montagnes pour le récupérer. « Pourquoi l'avez-vous gardé ?» ai-je demandé. « Preuve, a dit le protecteur. Autre caméra, autre personne, toutes enregistrant les avertissements. Tout enregistrant la vérité. » Il a de nouveau plongé la main dans sa fourrure et a sorti d'autres cartes mémoire. Au moins une 12. Il avait collecté des vidéos pendant des années. Tous les gens qui avaient capturé des images de lui. Tous les avertissements qui avaient été rejetés comme des canulars. Il avait sauvegardé les preuves. « Cela aurait dû faire comprendre à votre espèce, a-t-il dit. Mais ceux qui profitent du mal sont doués pour faire paraître la vérité fausse. Ils punissent ceux qui disent la vérité. Ils récompensent ceux qui soutiennent les mensonges. J'ai tenu les cartes mémoire avec précaution. Celles-ci prouvent tout, ai-je dit. Toutes les observations, tous les avertissements, des années de documentation. » Le protecteur a hoché la tête. « Montrez-leur. Faites-leur voir. La montagne ne doit pas être brisée. » Il a fait un pas en arrière, puis un autre. « Je continuerai de surveiller, de protéger, mais je ne peux pas arrêter les machines seules. Votre espèce doit choisir de les arrêter. » Et puis, il a disparu, s'évanouissant dans les ombres, entre les arbres, comme s'il n'avait jamais été là. David et moi sommes repartis dans l'obscurité grandissante. Maria attendait au campement sur la crête, son feu déjà allumé. Elle a jeté un coup d'œil à nos visages et n'a posé aucune question, se contentant de nous tendre de la nourriture et du café. Nous avons mangé en silence, assimilant ce qui s'était passé. Cette nuit-là, allongé dans mon sac de couchage sous les étoiles, j'ai pris une décision. 6 ans plus tôt, ma tentative de partager la vérité m'avait tout coûté. Mais je l'avais fait seul, sans alliés, sans préparation adéquate. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'avais des preuves au-delà de ma vidéo originale. J'avais les cartes mémoire d'une 12 de sources différentes. J'avais la documentation sur les activités minières illégales. J'avais le témoignage des randonneurs secourus. J'avais les connaissances historiques de Joseph Herrera. J'avais des images satellites montrant les dommages environnementaux. Et j'avais David, quelqu'un qui croyait en la vérité au point de risquer à nouveau sa propre réputation. Nous sommes repartis le lendemain matin. Arrivé au parking, je me suis tourné vers Maria. « Que vous dois-je pour nous avoir guidés ?» Elle a secoué la tête. « Rien, ce que vous vous apprêtez à faire est un paiement suffisant. Promettez-moi juste que vous raconterez toute l'histoire, pas seulement sur le protecteur, mais sur pourquoi il est nécessaire. » J'ai promis.
Nous sommes retournés à Taos et avons passé 3 jours dans la chambre de motel de David à tout organiser. Il a travaillé à la création d'une archive numérique. J'ai travaillé à la rédaction d'un rapport complet documentant toute la séquence des événements de ma vidéo originale en 2018 à notre rencontre dans la vallée. Nous avons extrait les données de toutes les cartes mémoire que le protecteur nous avait données. 13 cartes au total, contenant des séquences de 7 caméras différentes sur 9 ans. Chaque clip montrait la même chose. Le protecteur apparaissant pour avertir les gens d'un danger. Les avertissements étaient cohérents. Faites demi-tour, pas sûr, danger ici, hommes armés. Parfois, la vidéo montrait le protecteur plus clairement. Parfois, ce n'était qu'une forme lointaine parmi les arbres. Mais la voix était toujours la même, inimitable et impossible à ignorer. David a amélioré l'audio de chaque clip et a effectué une analyse comparative. Les schémas vocaux correspondaient parfaitement sur tous les échantillons. Même locuteur, même caractéristiques de parole, même qualité tonale qui se situait à la limite de ce que l'anatomie vocale humaine pouvait produire. Cela élimine toute possibilité de canular, a-t-il dit. Il faudrait la même personne dans le même costume, utilisant le même équipement de modification de voix à différents endroits sur une période de 9 ans. Personne ne maintient ce genre de tromperie élaborée sans aucun gain. J'ai contacté les randonneurs qui avaient été retrouvés dans la grotte. 2 d'entre eux ont accepté de me parler de manière non officielle. Ils ont confirmé ce que nous suspections. Ils avaient entendu des machines dans la forêt. Ils avaient vu des pièges à câbles tendus entre les arbres. Lorsqu'ils avaient essayé d'enquêter, le protecteur était apparu et les avait physiquement éloignés du danger. Ce n'était pas un enlèvement, m'a dit l'un d'eux, c'était un sauvetage. Ces hommes armés nous auraient tiré dessus s'ils nous avaient trouvés en train de rôder sur leur site de travail. Cette créature nous a sauvé la vie. J'ai demandé s'ils seraient prêts à faire des déclarations officielles. Ils ont tous les deux dit oui, mais seulement si d'autres personnes se manifestaient aussi. Ils ne voulaient pas être des cibles isolées comme je l'avais été 6 ans plus tôt. Je comprenais parfaitement. David a fait une percée le 4e jour. Il avait fouillé la structure de l'entreprise Altura Mining, remontant la chaîne de propriété à travers les filiales et les sociétés holding. Il a trouvé quelque chose qui l'a fait se rasseoir sur sa chaise et jurer à voix basse. « Vous devez voir ça », a-t-il dit. Il m'a montré un document de la New Mexico Public Regulation Commission. Enfoui dans des pages de langage juridique dense, se trouvait une obligation de déclaration pour les demandes de permis miniers. Altura Mining était tenu de lister toutes les parties ayant un intérêt financier dans le projet. La liste comprenait les entités attendues, des sociétés d'investissement, des banques de développement, des fabricants d'équipements. Mais un nom ressortait, le Southwest Environmental Institute. Mon ancien employeur avait un intérêt financier dans l'opération minière. Il devait recevoir une compensation si le permis était approuvé et que l'extraction commençait. Tout est soudain devenu clair. Le docteur Whitmore n'avait pas essayé de me protéger quand il m'avait demandé de garder ma vidéo secrète. Il avait essayé de protéger l'accord commercial de l'Institut avec Altura Mining. Lorsque la vidéo a fuité malgré tout, ils ont dû la discréditer rapidement avant qu'elle n'attire l'attention sur la vallée. Alors, ils m'ont licencié, ont détruit ma crédibilité et se sont assurés que personne ne prendrait mes preuves au sérieux. La corruption était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement une compagnie minière qui payait quelques experts, c'était une institution de recherche respectée qui dissimulait activement des preuves qui menaçaient ses intérêts financiers. David a trouvé d'autres liens. 2 des membres du conseil d'administration du Southwest Environmental Institute siégeaient également au conseil consultatif de Continental Resource Development, la société mère d'Altura Mining. Les conflits d'intérêts étaient étendus et délibérés. « C'est plus gros qu'un simple projet minier », a dit David. « Il s'agit de la manière dont les institutions scientifiques sont capturées par les intérêts des entreprises.
Comment l'argent façonne ce qui est considéré comme de la recherche légitime et ce qui est rejeté comme de la foutaise marginale. Nous ne pouvons pas simplement diffuser cette information au hasard, ai-je dit. Nous avons besoin d'une stratégie. Si nous voulons que cela ait un impact, nous devons contrôler la façon dont l'histoire est racontée. Nous avons passé la semaine suivante à élaborer notre approche. D'abord, nous avons contacté une journaliste d'investigation du Santa Fe Reporter qui avait la réputation de faire des reportages environnementaux approfondis. Elle s'appelait Jessica Martensen. Elle avait révélé des histoires de contamination de l'eau et d'exploitation forestière illégale. Nous lui avons envoyé un aperçu préliminaire avec suffisamment de détails pour prouver que nous étions sérieux. Elle nous a appelés 6 heures plus tard. « Je veux cette histoire », a-t-elle dit, « mais j'ai besoin d'un accès à tout. Toutes les vidéos, tous les documents financiers, tous les témoignages. Et j'ai besoin de temps pour vérifier tout ça indépendamment. Je ne peux pas simplement vous croire sur parole. » Nous avons accepté. Elle est venue à Taos avec un photographe et un vérificateur de faits. Nous lui avons donné accès à tout ce que nous avions collecté. Elle a passé 3 jours à examiner les preuves, à passer des appels, à vérifier les sources. À la fin du 3e jour, elle s'est assise avec nous et a dit « C'est le cas de malversation environnementale d'entreprise le mieux documenté que j'ai jamais vu. Et la créature, le protecteur, c'est la partie qui attirera l'attention des gens. Mais nous avons besoin de plus de voix. Nous avons besoin de la perspective tribale. Nous avons besoin des randonneurs secourus. Nous avons besoin de déclarations d'autres chercheurs confirmant la validité des preuves. Nous pouvons construire ça, a dit David. Nous avons déjà la plupart de ces éléments. Nous devons juste coordonner la publication. Jessica a hoché la tête. Donnez-moi 2 semaines pour écrire ça. Je vais en faire une série en 3 parties. Première partie, la découverte et la dissimulation. Deuxième partie, l'opération minière et les liens avec les entreprises. Troisième partie, ce que tout cela signifie pour la protection de l'environnement et l'intégrité scientifique. Pendant que Jessica travaillait sur les articles, David et moi nous sommes concentrés sur la création d'une coalition de soutien. Nous avons contacté des organisations environnementales, des groupes de défense des droits des autochtones, des chercheurs universitaires spécialisés en biologie de la conservation. Lentement, prudemment, nous avons expliqué ce que nous avions trouvé. La plupart des gens étaient sceptiques au début. Mais quand nous leur avons montré les preuves, quand ils ont vu les vidéos de multiples sources s'étalant sur des années, quand ils ont examiné les documents financiers, leur scepticisme s'est transformé en colère. Au moment où Jessica était prête à publier, nous avions des lettres de soutien de 15 organisations. Nous avions des déclarations de 6 chercheurs prêts à vérifier l'authenticité des vidéos. Nous avions le témoignage des randonneurs secourus. Nous avions Joseph Herrera qui acceptait de parler de l'importance culturelle de la vallée et nous avions autre chose. Maria Sandoval nous a mis en contact avec d'autres guides et résidents de longue date de la région. Plus d'une douzaine de personnes se sont manifestées avec leurs propres histoires de rencontres avec le protecteur. Des observations brèves, des appels lointains, des avertissements auxquels ils avaient obéi. Aucun d'entre eux n'avait officiellement signalé ces expériences car ils savaient qu'on ne les croirait pas. Mais ensemble, leur récit créait un schéma impossible à ignorer. Le premier article a été mis en ligne un lundi matin. À midi, il avait été partagé 50 000 fois. Le soir, il était en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux. La réaction a été immédiate et massive. Des groupes environnementaux ont déposé des requêtes d'urgence pour arrêter tout travail dans la zone contestée. Le procureur général de l'État a annoncé une enquête sur les activités d'Altura Mining. Les agences fédérales de gestion des terres ont émis des ordres de cessation et d'abstention. L'histoire a fait les gros titres nationaux ce soir-là, mais cette fois, la couverture était différente. Cette fois, les journalistes ne se moquaient pas de l'idée d'une créature qui parle.
Il posait des questions difficiles sur la corruption des entreprises et la capture réglementaire. La créature n'était pas la blague. C'était la victime dont l'habitat était détruit pour le profit. Le deuxième article est sorti 2 jours plus tard, détaillant les liens financiers entre le Southwest Environmental Institute, Altura Mining et Continental Resource Development. Il nommait des individus spécifiques. Il montrait la piste de l'argent. Il documentait comment la crédibilité scientifique avait été instrumentalisée pour protéger les intérêts des entreprises. Le docteur Whitmore a démissionné dans les 24 heures. Le directeur du développement de l'Institut a été mis en congé. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. La réputation de l'organisation était en chute libre, s'effondrant plus vite que quiconque aurait pu le prédire. C'était une implosion spectaculaire, du genre à devenir un récit édifiant dans les cercles universitaires pour les décennies à venir. Des institutions académiques à travers tout le pays ont commencé à examiner d'urgence leurs propres accords de partenariat avec des entreprises et leurs politiques de conflit d'intérêts, craignant soudainement qu'une corruption similaire puisse se cacher dans leur propre département. Des comités ont été formés du jour au lendemain. Des examens éthiques ont été lancés. La contamination de l'intégrité scientifique par l'argent des entreprises était devenue la conversation dominante dans les communautés de recherche partout dans le monde. Mes anciens collègues ont commencé à me contacter, un par un, leurs messages arrivant à toute heure. La plupart étaient profondément désolés, leurs mots soigneusement choisis, expliquant qu'ils n'avaient pas connu toute l'étendue des arrangements financiers, qu'ils avaient sincèrement fait confiance au jugement de la direction sans le remettre en question. Ils avaient cru en l'institution, au processus d'évaluation par les pairs, au système qui était censé protéger l'intégrité scientifique. Ils avaient été naïfs, admettait-il maintenant, trop confiants envers des figures d'autorité qui se présentaient comme les gardiens éthiques du savoir. Quelques-uns étaient plus honnêtes dans leur confession. Ils ont admis qu'ils avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas, avaient remarqué la pression inhabituelle pour parvenir à certaines conclusions, avaient observé l'étrange réticence à approfondir certaines découvertes. Mais ils avaient eu trop peur de parler, trop soucieux de leur carrière, de leur financement, de leur réputation professionnelle. Ils s'étaient convaincus que garder le silence était le choix prudent, qu'ils avaient probablement tort de toute façon, que faire des vagues ne ferait que nuire à leur avenir sans rien changer. J'ai accepté leurs excuses avec une grâce mesurée, mais je n'ai pas offert le pardon qu'ils cherchaient. Ils avaient fait un choix, après tout. Ils avaient laissé la peur l'emporter sur leur engagement envers la vérité, avaient privilégié la sécurité personnelle à l'intégrité scientifique. C'était une décision avec laquelle ils devraient vivre pour le reste de leur carrière. Je ne leur portais aucune animosité personnelle, mais je ne les absoudrais pas de leur responsabilité pour leur complicité, aussi passive fût-elle. Le 3e article de la série de Jessica n'était rien de moins qu'un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation. Elle était allée au-delà des détails spécifiques de la corruption et de la fraude pour encadrer toute l'histoire comme une profonde question philosophique sur ce que nous valorisons en tant que société. Valorisons-nous le profit à court terme plutôt que la santé écologique à long terme? Valorisons-nous les intérêts des entreprises plutôt que l'intégrité scientifique? Valorisons-nous l'extraction économique plutôt que le respect des limites naturelles de ce qui peut être prélevé en toute sécurité de la Terre sans la détruire à jamais? Elle a tissé ensemble la science environnementale, la sagesse autochtone, l'analyse économique et la philosophie éthique dans un récit qui transcendait le cas spécifique et touchait à des questions fondamentales sur notre relation avec le monde naturel. L'écriture était puissante, l'argument convaincant, les preuves irréfutables. Elle a terminé l'article par une citation de Joseph Herrera qui m'a donné des frissons lorsque je l'ai lu pour la première fois, assise à ma table de cuisine avec un café du matin qui refroidissait dans mes mains. Le protecteur nous avertit depuis des générations.
lui avait dit Joseph. Pas seulement à propos de cette vallée spécifique, mais sur la façon dont nous traitons la terre elle-même, sur les conséquences de l'extraction et de la consommation sans fin. Nous pouvons choisir d'écouter ces avertissements, ou nous pouvons choisir de détruire ce qui nous soutient. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Nous devons décider qui nous voulons être. La réponse à la série complète en 3 parties a été absolument sans précédent en termes de portée et de rapidité. En une seule semaine, Altura Mining a officiellement retiré l'intégralité de sa demande de permis, citant des complications environnementales imprévues et des préoccupations de la communauté. La déclaration soigneusement formulée n'a trompé personne. Il fuyait le scandale aussi vite que la bureaucratie d'entreprise le permettait. Continental Resource Development, la société mère qui avait financé la recherche corrompue, a publié sa propre déclaration annonçant qu'elle cessait immédiatement toutes les activités d'exploration dans toute la chaîne de montagnes de sangre de cristaux. Ils l'ont présenté comme un geste volontaire de responsabilité environnementale, mais le sous-entendu était clair. Ils avaient perdu, et ils le savaient. Les dommages en termes de relations publiques étaient trop graves pour continuer. Le Bureau of Land Management, répondant à une énorme pression publique et à de multiples enquêtes du Congrès, a désigné toute la vallée comme une zone de recherche restreinte en attendant une évaluation environnementale et culturelle complète qui prendrait des années à réaliser. Aucune exploitation minière, aucun développement, aucune activité commerciale de quelque nature que ce soit ne serait autorisée jusqu'à ce que l'évaluation soit terminée et examinée. Des leaders autochtones de plusieurs tribus ont immédiatement appelé à ce que la terre soit rendue à une gestion et une intendance tribale permanente. Ce processus prendrait inévitablement des années de négociations juridiques et de querelles politiques, mais il avait enfin véritablement commencé. La conversation était passée de la question de savoir si la vallée serait protégée à comment elle serait protégée et par qui. David et moi, nous sommes soudainement retrouvés invités à présenter nos découvertes lors de grandes conférences scientifiques à travers le pays. Les universités qui avaient rejeté mes candidatures 6 ans plus tôt, les institutions qui m'avaient traité comme une paria quand j'avais le plus besoin de soutien, voulaient maintenant désespérément que je parle à leurs étudiants de l'intégrité scientifique et de la défense de la vérité. L'ironie ne m'a pas échappé. On m'a officiellement offert des postes de recherche dans 3 institutions prestigieuses différentes, chacune avec des packages de financement généreux et des promesses de liberté académique totale. Les offres étaient tentantes à leur manière, une validation après des années d'exil professionnel. Mais je les ai toutes refusées sans grande hésitation. J'avais appris quelque chose de crucial pendant ces 6 longues années à travailler essentiellement seul dans le sous-sol exigu d'un entrepôt avec des ressources minimales. J'avais découvert que je ne voulais plus faire partie de la science institutionnelle. Je ne voulais pas que mes priorités de recherche soient façonnées par des décisions de comité, des préoccupations de financement et des considérations politiques. Je ne voulais pas naviguer dans la politique des départements, m'inquiéter des comités de titularisation ou compromettre mes découvertes pour satisfaire aux exigences des subventions. Je voulais être vraiment indépendante, suivre les preuves où qu'elles mènent, sans contraintes institutionnelles. David ressentait exactement la même chose. Nous avons eu de longues conversations sur la suite, sur ce que nous avions appris de cette expérience. Nous avons décidé ensemble de former notre propre organisation de recherche, quelque chose de délibérément petit et agile qui pourrait répondre rapidement à des situations comme celle-ci sans l'interférence bureaucratique qui afflige les grandes institutions. Nous l'avons appelé l'Independent Wildlife Documentation Project. Le nom était direct, descriptif, sans prétention. Notre mission était d'une simplicité et d'une clarté rafraîchissantes. Documenter les espèces cryptiques et menacées sans parti pris. Enquêter sur les cas où la protection de la faune entre en conflit avec les intérêts économiques.
partager les découvertes ouvertement et complètement, quelles que soient les conséquences politiques ou la pression financière. Nous l'avons financé grâce à de petits dons individuels et à de modestes subventions de fondations environnementales qui valorisaient de l'indépendance plutôt que le prestige. Ce n'était pas un travail prestigieux, il ne nous rendrait jamais célèbres ou riches. Le salaire était au mieux modeste, mais c'était entièrement à nous, et c'était fondamentalement honnête d'une manière que la recherche institutionnelle ne pourrait jamais tout à fait gérer. 6 mois après la publication des articles de Jessica et la protection définitive de la vallée, j'ai pris la décision d'y retourner une dernière fois. J'avais besoin de tourner la page, de voir l'endroit en sachant qu'il était en sécurité, d'exprimer ma gratitude à l'être qui m'avait fait assez confiance pour être documenté. J'y suis allé complètement seul, choisissant délibérément de partir d'un autre sentier avec un équipement absolument minimal. Juste mon appareil photo, un carnet de terrain et l'intention respectueuse de dire merci et au revoir. Pas d'agenda, pas de plan de recherche, pas d'arrière-pensée. Je n'ai pas eu à chercher ou à attendre longtemps. Le protecteur m'a trouvé à la place, comme je l'avais en quelque sorte su. Il est apparu dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, sortant gracieusement de derrière un bosquet dense de trembles dont les feuilles commençaient tout juste à prendre leur couleur d'automne. La lumière rasante du soleil a attrapé sa fourrure brun-roux et l'a fait paraître presque lumineux, éthéré, comme quelque chose d'un mythe rendu temporairement visible. Il s'est approché de moi lentement et délibérément, ses mouvements fluides et prudents, et s'est arrêté à environ 3 mètres. Assez près pour converser, assez loin pour maintenir une distance respectueuse. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. J'ai parlé la première, ayant besoin de partager la nouvelle. La vallée est protégée maintenant, protégée de façon permanente. Ils ne vont pas l'exploiter, pas maintenant et jamais si nous pouvons l'empêcher. Le protecteur a hoché la tête lentement, le geste transmettant à la fois de la satisfaction et quelque chose de plus complexe. La montagne est en sécurité, pour l'instant. Pour l'instant, ai-je répété, saisissant la nuance. Vous pensez qu'ils essaieront à nouveau, un jour. Le protecteur a émis ce son distinctif, comme le vent se déplaçant dans des grottes profondes, que j'avais appris à associer à des émotions complexes. Les hommes qui ne valorisent que le profit n'arrêtent jamais d'essayer. Ils attendent. Ils sont patients quand il le faut. Ils trouvent de nouvelles façons, de nouveaux arguments, de nouvelles stratégies. Ils changent les lois, élisent des dirigeants différents, attendent que l'attention du public se porte ailleurs. Dans 10 ans, peut-être 20, peut-être 50, ils reviendront avec de nouvelles propositions et de nouvelles promesses. J'ai réfléchi attentivement à cette évaluation. C'était probablement exact, peut-être même optimiste. Les forces fondamentales qui voulaient extraire des minéraux et profiter de cette montagne n'avaient ni disparu ni changé de nature. Elles s'étaient seulement retirées temporairement, se regroupant pour de futures tentatives. Alors, que faisons-nous ? Ai-je demandé. Comment protégeons-nous cet endroit de façon permanente ? Le protecteur m'a regardé avec ses yeux anciens et sages qui semblaient contenir des siècles de sagesse. Vous continuez de surveiller, vous continuez de dire la vérité quand d'autres veulent l'enterrer. Vous enseignez aux jeunes humains à écouter, à voir ce qui se passe réellement, à valoriser ce qui devrait être valorisé. J'enseigne aux jeunes protecteurs à continuer ce travail quand je serai parti. Nous protégeons tous les deux à notre manière, en utilisant nos propres dons, en espérant que ce soit suffisant. Il a tendu une main massive vers moi, paume ouverte, une offrande, une invitation. Je n'ai hésité qu'un bref instant, puis j'ai tendu ma propre main, comparativement petite. La paume du protecteur était rugueuse et chaude, texturée comme du vieux cuir, dégageant une douce chaleur. Elle a complètement englouti ma main et mon avant-bras. Nous sommes restés là ensemble un long moment, humaine et quelque chose de pas tout à fait humain. Deux sortes d'êtres connectés par un but commun et un respect mutuel.
Puis le protecteur a relâché ma main lentement et a reculé, se préparant à partir. « Merci, mon ami. » Les mêmes mots qu'il avait prononcés sur la séquence vidéo que quelqu'un m'avait anonymement envoyée il y a 6 mois, la vidéo qui avait tout changé. Sauf que cette fois, je pouvais enfin répondre directement. « Merci de protéger cet endroit », ai-je dit avec une sincérité totale. « De nous protéger tous, même ceux qui ne savent pas que vous existez ou ne comprennent pas ce que vous faites. » Le protecteur a hoché la tête une fois, profondément, accusant réception de la gratitude. Puis, il s'est retourné avec une grâce impossible et s'est éloigné, disparaissant dans la forêt, qui s'assombrissait avec le même silence surnaturel qu'il affichait toujours. Pas de brindilles qui craquent, pas de feuilles qui bruissent, pas de sous-bois dérangé. Simplement là, puis parti. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien à voir, sauf des arbres, des ombres qui s'allongent et la montagne qui s'élève au-dessus de tout, éternelle et patiente. Je suis reparti lentement alors que l'obscurité tombait progressivement, utilisant ma lampe frontale pour naviguer prudemment sur le sentier de plus en plus obscur. Au moment où j'ai finalement atteint mon camion sur le parking vide, les étoiles étaient sorties dans toute leur splendeur, la Voie lactée visible comme elle ne l'était jamais près des villes. Je suis resté assise longtemps sur le siège du conducteur avant de démarrer le moteur, regardant simplement ce ciel magnifique et réfléchissant attentivement à tout ce qui s'était passé au cours des 6 dernières années. 6 ans plus tôt, j'avais absolument tout perdu en partageant la vérité sur ce que j'avais découvert. Mais je l'avais partagé seul, dans l'isolement, essayant désespérément de faire croire aux gens quelque chose qui contredisait leurs suppositions confortables et défiait des intérêts puissants. J'avais été naïve, non préparée, facilement rejetée et discréditée. Cette fois, j'avais construit une coalition prudente. J'avais méthodiquement rassemblé des preuves de multiples sources indépendantes. J'avais exposé les intérêts financiers spécifiques qui motivaient la dissimulation. J'avais pris contact avec des gens comme Joseph qui comprenaient la signification plus profonde de ce qui était protégé. J'avais travaillé avec des journalistes qui savaient comment atteindre l'attention du public. La vérité fondamentale n'avait pas du tout changé, mais mon approche pour la partager avait évolué de façon spectaculaire. Et cette différence stratégique avait fait toute la différence dans le résultat. Alors que je démarrais enfin le moteur et que je retournais vers Taos dans l'obscurité, je n'arrêtais pas de penser à ce que le protecteur m'avait dit. Continuer de surveiller, continuer de dire la vérité. Cela me semblait être la bonne mission pour le temps qu'il me restait, non pas pour convaincre tout le monde, ce qui était de toute façon impossible, non pas pour mener chaque bataille, ce qui mènerait à l'épuisement et à la défaite. Juste pour observer attentivement, documenter minutieusement et parler honnêtement de ce que je trouvais. Certaines personnes me croiraient, moi et mon travail. D'autres non, ne seraient jamais convaincus, peu importe les preuves. Mais le travail importait indépendamment des réactions individuelles. La vérité avait une valeur indépendante de son acceptation immédiate. La vallée était en sécurité pour l'instant, protégé par la loi et l'attention du public. Le protecteur pouvait continuer sa surveillance ancienne sans la menace immédiate de destruction. Et quelque part, là-bas dans les montagnes, dans une douzaine ou une centaine d'autres vallées et lieux sauvages, d'autres protecteurs continuaient probablement leur propre travail silencieux, invisible et méconnu de la plupart des humains, essayant de maintenir la ligne fragile entre ce qui devrait être préservé et ce que la faim humaine voulait consommer. Mon téléphone a soudainement vibré avec un message de David, l'écran brillant dans l'obscurité. Nouveau cas dans le Wyoming. Plusieurs éleveurs signalent une activité étrange près de la frontière de Yellowstone. Une compagnie d'énergie demande des permis de forage géothermique dans une zone jusqu'ici intacte. Intéressé ? J'ai souri malgré ma fatigue. Très intéressé. Envoie tous les détails. Le travail continuait. Il continuerait toujours.
cas après cas, bataille après bataille. Parce que les protecteurs, aussi puissants et anciens soient-ils, ne pouvaient pas le faire seuls. Ils avaient besoin d'humains prêts à voir une vérité inconfortable et à la dire clairement malgré les conséquences. Des humains prêts à risquer leur confort, leur réputation et leur carrière pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. J'étais enfin devenu ce genre d'humain, et je continuerai à être ce genre d'humain jusqu'à ce que le travail soit ou terminé ou que je sois terminé. Le premier des deux qui arriverait. La route s'étendait devant moi dans une obscurité totale, éclairée seulement par mes phares qui fendaient la nuit. Derrière moi, les montagnes se dressaient contre les étoiles brillantes, anciennes et patientes, et pleines de mystères qui ne seraient jamais entièrement expliqués ou compris. Ce n'était pas grave. C'était comme ça que ça devait être. Certains mystères étaient destinés à rester mystérieux. Certaines protections exigeaient le silence et le secret pour fonctionner. Mais certaines vérités devaient être dites fort et à plusieurs reprises et sans peur, jusqu'à ce que les gens qui profitent des mensonges ne puissent plus les étouffer avec de l'argent et de l'influence. J'ai continué à rouler dans la nuit, pensant déjà au Wyoming, au permis géothermique, aux témoignages des éleveurs et à toutes les preuves qui attendaient peut-être d'être découvertes et documentées. Le travail n'était jamais vraiment terminé, mais c'était tout l'intérêt. Continuer de surveiller, continuer de protéger les protecteurs qui nous protégeaient tous. C'était suffisant, c'était tout.